À 6h41 du matin, 4 échos non identifiés apparurent simultanément sur les écrans tactiques de 3 navires de guerre américains. Les contacts filaient vite, volaient bas et se rapprochaient depuis le nord. Dans le centre de combat du destroyer de tête, un opérateur se pencha vers sa console en voyant les pistes accélérées sur l'écran. Aucun signal d'identification, aucune réponse radio, aucun transpondeur civil. Puis l'ordinateur acheva son premier calcul. Les 4 trajectoires convergeaient toutes vers la formation américaine. Menaces aériennes entrantes, pistes multiples. L'alerte se propagea sur le réseau en moins d'1 seconde. Au centre du dispositif se trouvait un croiseur lance-missiles, tenant sa position. À quelques kilomètres de part et d'autre, 2 destroyers de classe Harley-Burke protégeaient ses flancs est et ouest. Un hélicoptère MH-60 Romeo Seahawk revenait de patrouille, encore à une vingtaine de kilomètres au sud, avec juste assez de carburant pour tenir en vol quelques minutes de plus. Il n'y avait pas le temps de le récupérer à bord. À 6h41 et 35 secondes, 2 nouveaux contacts apparurent au-dessus des missiles entrants. Ils volaient à moyenne altitude, assez loin derrière les armes pour échapper à la première riposte défensive, mais assez près pour fournir des mises à jour de ciblage. Leurs émissions radar étaient brèves et irrégulières, chaque impulsion ne durant que quelques secondes avant de disparaître. Le profil correspondait à des chasseurs iraniens opérant sous stricte discipline d'émission. Puis, 2 autres écho-radars surgirent près de l'horizon. 4 appareils étaient désormais visibles. Personne, dans la formation américaine, ne savait si les 4 avaient tiré leurs armes, si certains transportaient du matériel de guerre électronique ou si une seconde vague se formait déjà derrière eux. Le croiseur émit un avertissement sur la fréquence internationale de détresse. Aéronef militaire non identifié. Vous vous approchez de navires de guerre des États-Unis. Modifiez immédiatement votre cap. Aucune réponse ne vint. À 6h42, le branle-bas de combat retentit sur les 3 navires. Les portes blindées se refermèrent dans un claquement métallique. Les zones de ventilation furent isolées. Les marins rejoignirent les postes de lutte contre les avaries pendant que les équipes d'armement sécurisaient les ponts supérieurs. Sous la ligne de flottaison, les équipes machines basculèrent les circuits électriques en configuration de combat. Conditions matérielles zèbre activées, armes en sécurité, guerre électronique en attente. Les voies restaient maîtrisées. Les 4 pistes entrantes se trouvaient maintenant à moins de 55 km. L'une d'elles disparut soudain du radar. Pendant 3 secondes, l'écran resta vide. Puis le contact réapparut à plus basse altitude, rasant la surface de l'eau. Sa vitesse avait augmenté et sa trajectoire pointait droit vers le croiseur. Il venait d'entrer en phase terminale d'attaque. Temps estimé avant impact, 2 minutes et 47 secondes. Un 2e missile obliqua vers le destroyer de l'Est. Un 3e vira vers l'Ouest. Le 4e restait en retrait des autres, volant légèrement plus haut, comme s'il attendait que le réseau défensif se dévoile. Ce n'était plus une attaque isolée contre un seul navire. La formation tout entière était en train d'être fractionnée. À 6h43, le système de guerre électronique du croiseur s'activa. Des signaux de brouillage balayèrent plusieurs fréquences pendant que les lanceurs préparaient des leurres réfléchissant le radar. Chaque navire partagea son image tactique via le réseau de données. Le destroyer occidental distinguait un missile plus nettement. Le croiseur bénéficiait d'un meilleur angle de tir sur un autre. Le destroyer oriental se trouvait momentanément masqué par la courbure de la mer. 3 navires distincts devenaient un seul système défensif. Le croiseur ouvrit le feu en premier. 2 intercepteurs SM-2 jaillirent des cellules de lancement verticales, traversant des nuages de fumée blanche avant de virer plein nord. Leurs propulseurs brûlèrent avec force, tandis qu'ils grimpaient au-dessus de la formation et accéléraient vers les armes entrantes. Sur l'écran radar, 6 pistes convergeaient désormais les unes vers les autres. À 6h44, les chasseurs iraniens amorcèrent leur descente. 2 restèrent à moyenne altitude. Les autres se rapprochèrent de l'eau, suivant les missiles à distance. Un appareil activa son radar de conduite de tir et maintint le faisceau sur le destroyer oriental. Une nouvelle tonalité résonna à bord. Verrouillage radar. Le destroyer lança un nouvel avertissement. Toujours aucune réponse.
l'appareil iranien poursuivit sa route. À 6h45, le premier SM-2 atteignit sa cible au-delà de l'horizon visible. Un éclair vif traversa le ciel matinal. Quelques secondes plus tard, la piste radar correspondante se fragmenta et disparut. Un missile détruit, 3 restaient. Le second SM-2 manqua sa fenêtre d'interception initiale lorsque la cible changea d'altitude. Le missile américain vira brusquement pour tenter de reprendre le contact, mais l'arme iranienne descendit sous l'horizon radar. Il restait moins de 90 secondes à la formation. Puis l'un des missiles restants effectua un virage inattendu. Il abandonna le croiseur pour se rediriger vers le destroyer occidental. L'officier de guerre électronique observa ce changement en direct. L'autodirecteur du missile venait de rejeter une cible pour en choisir une autre, décalée vers l'ouest. Navire occidental désormais cible principale. Le destroyer se trouvait à une quinzaine de kilomètres de l'impact. À 6h46, la seconde couche défensive entra en action. Des missiles Sea Sparrow évolués partirent presque simultanément de 2 navires. Des fusées Leur décrivirent un arc au-dessus de l'eau et explosèrent, libérant des nuages de particules métalliques destinés à créer de faux navires de guerre aux yeux des autodirecteurs ennemis. Une arme entrante commença à s'écarter de la formation. Une autre poursuivit tout droit à travers les interférences. Le SSM du destroyer oriental toucha sa cible à moyenne portée. L'explosion illumina brièvement l'horizon, projetant des débris à la mer. Il restait 2 missiles. Le destroyer occidental vira de 15 degrés sur tribord, présentant un profil radar plus étroit tout en gardant ses armes alignées. Son système d'autodéfense rapproché pivota vers la menace entrante. Portée, 7 km, 5 km, 3 km. Le lanceur CIWS verrouilla un missile et fit feu. L'intercepteur franchit la distance restante en quelques secondes. Les 2 engins se croisèrent à moins de 2 km du navire. Un éclair jaillit au-dessus de l'eau. Le missile iranien disparut, mais le dernier contact continuait sa course. Il avait volé sous la couverture du système de défense et venait d'émerger du fouillis de mer, dangereusement proche du croiseur. Le système de combat tenta d'assigner un autre intercepteur, mais la fenêtre de tir s'était déjà refermée. La cible se trouvait à moins de 3 km. Le système d'armes rapproché Phalanx du croiseur monta en régime maximal. Le canon rotatif à 6 tubes ouvrit le feu. Un torrent de munitions de 20 mm balaya la surface de l'eau, remontant droit vers le missile entrant. Toute la section avant du navire vibrait sous les tirs soutenus de l'arme. Sur l'écran radar, la piste hostile clignota. Puis elle réapparut, toujours en mouvement, toujours en approche. 3 navires de guerre américains étaient entrés ensemble dans la bataille, mais un missile iranien se trouvait désormais si proche qu'il n'y aurait pas de seconde chance. À 6h47 et 8 secondes, le système Phalanx du croiseur tirait à pleine cadence. Le missile entrant se trouvait à moins de 3 km, volant si bas que son écho-radar disparaissait sans cesse dans le fouillis de mer. Le canon à 6 tubes suivait automatiquement le contact, envoyant un flux dense de munitions de 20 mm au ras de l'eau. La piste hostile vacilla de nouveau. Puis le missile commença à se disloquer. Sa section avant se désintégra en premier. Des débris se détachèrent du corps principal et se dispersèrent sur la trajectoire finale. Mais la section moteur restante conservait un élan considérable et elle était déjà trop proche pour que le croiseur puisse l'éviter. Les débris traversèrent l'étrave du croiseur. Un fragment plus important poursuivit sa course vers l'ouest. À 6h47 et 19 secondes, il frappa la partie arrière du destroyer occidental. L'impact survint juste au-dessus de la ligne de flottaison, près du pont d'envol des hélicoptères. Un éclair balaya la poupe, suivi d'une colonne de fumée sombre. Les antennes tombèrent en panne. Les câbles de communication extérieure furent sectionnés. Des débris enflammés se répandirent sur le pont d'envol, forçant le MH-60 Romeo Seahawk, qui revenait de patrouille, à interrompre immédiatement son approche. À l'intérieur du destroyer, le choc se propagea dans la structure d'acier. L'éclairage céda dans 2 compartiments. Les alarmes incendie se déclenchèrent.
L'écran tactique se figea un instant, avant de basculer sur l'alimentation de secours. Mais le navire continuait d'avancer. Avarie à l'arrière, incendie sur le pont d'envol. La centrale propulsion reste opérationnelle. En quelques secondes, les équipes de lutte contre les avaries progressaient déjà vers la zone touchée. Les marins refermaient les portes étanches derrière eux et isolaient les circuits électriques endommagés. Une deuxième équipe déroulait des lances à incendie dans les coursives, pendant qu'une autre évacuait le carburant d'aviation et les munitions de la zone dangereuse. Le destroyer avait été touché. Il n'avait pas été arrêté. À 6h48, le commandant reçut le premier rapport complet. La propulsion était intacte. La barre répondait normalement. Le système de lancement vertical demeurait disponible. Les capteurs arrière avaient subi des dommages partiels et les opérations héliportées n'étaient plus possibles. Mobilité intacte. L'officier de lutte contre les avaries signala des systèmes de combat dégradés mais opérationnels. Aucun ordre de quitter la formation ne fut donné. Le navire augmenta au contraire sa vitesse. Dans le centre de combat, l'image tactique évoluait déjà de nouveau. Les appareils iraniens responsables du premier tir n'avaient pas poursuivi vers les navires américains, mais ils ne s'étaient pas retirés non plus. 2 chasseurs viraient vers le nord, puis tous deux amorcèrent un retour vers la formation. La première attaque avait révélé quel navire avait perdu une partie de sa couverture radar. Ces appareils semblaient désormais préparer une nouvelle passe contre la même cible. À 6h49, la formation américaine se réorganisa. Le croiseur se déplaça vers l'ouest, se plaçant entre le destroyer endommagé et les appareils approchants. Le destroyer oriental accéléra et élargit son angle pour couvrir l'approche nord. Les 3 navires ne formaient plus une ligne droite. Ils constituaient désormais un triangle défensif compact. L'image radar arrière du navire touché restait incomplète, mais cela n'avait plus d'importance. Le croiseur et le destroyer oriental continuaient de lui transmettre des données de ciblage via le réseau partagé. Tout contact visible pour un navire l'était pour les 3. Les appareils iraniens n'attaquaient plus des navires isolés. Ils affrontaient un seul système connecté. À 6h50, les récepteurs d'alerte s'activèrent à bord des 2 navires indemnes. 2 chasseurs iraniens venaient de faire basculer leur radar de conduite de tir en mode poursuite. Un faisceau se posa sur le croiseur, l'autre se verrouilla sur le destroyer oriental. Puis les détecteurs infrarouges repérèrent 2 nouveaux départs de tir. D'autres armes en vol. Le premier missile grimpa immédiatement, prenant de l'altitude avant d'entamer une longue approche vers la formation. Le second plongea sous l'horizon radar, utilisant la surface de la mer pour masquer sa trajectoire. 2 armes, 2 profils différents. Celui qui volait haut chercherait à observer les navires par-dessus le fouillis radar et à les isoler du bruit environnant. Le Razmot resterait invisible jusqu'aux dernières minutes de son vol. À 6h51, un avion de guet aérien E-2 Delta Hawkeye, opérant plus au sud, vira vers l'engagement. Son radar portait bien au-delà de l'horizon des 3 navires. En quelques secondes, l'appareil identifia 4 chasseurs iraniens au lieu de 2. 2 suivaient un profil d'attaque. 1 restait en retrait de la formation et produisait des interférences électroniques. Le 4e se maintenait à plus haute altitude, surveillant l'ensemble de l'engagement. Le Hawkeye transmit l'image complète au navire. Il redirigea également les chasseurs américains les plus proches. 2 FA-18 Echo Super Hornet mettaient désormais le cap au nord. Arrivée estimée, 9 minutes. Les navires devraient survivre à cette seconde attaque sans eux. À 6h52, le croiseur tira un SM-6 sur le missile de haute altitude. L'intercepteur grimpa rapidement, guidé par les données du Hawkeye plutôt que par le seul radar du navire. L'arme iranienne restait encore hors de la ligne de vue directe du croiseur. Lorsque le SM-6 entama son attaque, les 2 missiles se rencontrèrent haut au-dessus de l'eau. La piste radar s'évanouit. Une menace subsistait. Le missile Razmot apparut à 13 km de la formation. Il se dirigeait droit vers le destroyer endommagé. Le destroyer oriental tira un Sea Sparrow évolué. L'intercepteur plongea vers la surface, mais l'arme iranienne modifia sa trajectoire à l'intérieur d'un champ d'interférences électroniques.
Le premier ESSM passa derrière elle. La cible poursuivit sa route. Portée, 8 km. Le navire endommagé ne pouvait maintenir une piste radar stable depuis ses capteurs arrière, mais le croiseur voyait le missile clairement, et cette donnée fut transmise via le réseau. Le lanceur du navire touché pivota vers le relèvement assigné. À 6h53 et 17 secondes, il fit feu. Le second ESSM quitta le système de lancement vertical pendant que les pompiers luttaient encore contre la fumée sur le pont d'envol, juste derrière. L'intercepteur vola sur des informations de ciblage fournies par un autre navire. Il trouva le missile entrant à 5 km de la formation. L'explosion forma un bref éclair orangé au-dessus de l'eau. La piste hostile disparut. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, aucun missile ne se dirigeait plus vers les navires américains, mais le danger n'était pas écarté. À 6h54, les chasseurs iraniens s'écartèrent de la formation. Le Hawkeye continua de les suivre, enregistrant leur cap, leurs émissions radar et leur séparation. Les deux Super Hornets se trouvaient désormais à moins de 7 minutes. Puis, un nouveau groupe de contact apparut au nord-est de la formation. 3 appareils volaient bas, utilisant l'horizon pour masquer leur approche. Un quatrième restait en retrait, à plus haute altitude. Un nouveau groupe de frappe. La première attaque avait endommagé un destroyer américain. La seconde avait échoué. Une nouvelle formation iranienne approchait désormais, et les chasseurs américains n'étaient toujours pas arrivés. À 6h55, le Hawkeye confirma cette nouvelle formation. 3 chasseurs iraniens volaient bas depuis le nord-est, séparés de moins de 3 km. Un quatrième appareil restait en retrait, à plus haute altitude, gardant assez de distance pour observer l'attaque sans pénétrer dans l'enveloppe défensive des navires. Les appareils volant bas utilisaient l'horizon comme couverture. Leur radar demeurait silencieux. À leur vitesse actuelle, ils atteindraient leur portée de tir en moins de 6 minutes. La formation américaine se remettait encore du premier engagement. De la fumée continuait de s'échapper du pont d'envol du destroyer occidental. Son antenne de communication arrière était endommagée et le Seahawk affecté au navire avait dû être dérouté, mais le destroyer restait connecté au réseau. À 6h56, le croiseur se rapprocha de son escorte endommagée. Le destroyer oriental se déplaça plus au nord, élargissant l'angle entre ses batteries de missiles et la formation iranienne approchante. Vus d'en haut, les 3 navires formaient un triangle défensif. Le destroyer endommagé occupait le centre protégé. Le croiseur couvrait l'approche occidentale. Le destroyer oriental tenait le secteur nord. Aucun navire n'opérait seul. Le Hawkeye distribuait chaque écho-radar à travers la formation, pendant que les navires se répartissaient automatiquement les responsabilités de pistage. Si un capteur perdait un contact, un autre le conservait. Si un lanceur avait un mauvais angle de tir, un autre navire pouvait engager. Les appareils iraniens approchaient 3 coques. Ils affrontaient un seul système de combat. À 6h57, les 2 premiers chasseurs américains arrivèrent. Les Super Hornets approchèrent par le sud à haute altitude, puis se séparèrent avant d'entrer dans l'image radar iranienne. L'appareil de tête activa son radar et vira vers la formation basse. Son ailier resta passif. Il se déplaça vers l'est, descendant légèrement et élargissant la distance avec son leader. Son radar demeura silencieux pendant que ses capteurs embarqués écoutaient les émissions iraniennes. Le Hawkeye transmit la mission. Élément de tête, intercepter les appareils d'attaque. Ailier, poursuivez vers l'est, identifiez la plateforme de soutien. Les Super Hornets n'étaient pas autorisés à ouvrir le feu. Leur mission immédiate consistait à empêcher un nouveau tir de missile sans déclencher un engagement incontrôlé. À 6h58, l'appareil de soutien iranien commença à émettre. Un bruit électronique se répandit sur l'image tactique. Plusieurs contacts radars se dédoublèrent. D'autres changèrent de position ou apparurent à des vitesses impossibles. 4 appareils devinrent 9, puis 12. Ces interférences visaient à pousser les navires et les chasseurs à gaspiller leurs armes sur de fausses cibles. Le Hawkeye compara les données radar aux informations infrarouges des Super Hornets. Les faux contacts ne dégageaient aucune chaleur moteur. Ils n'avaient aucun mouvement cohérent. En quelques secondes, les 12 pistes se réduisirent de nouveau à 4.
Mais ces quelques secondes avaient coûté de la distance. Les appareils d'attaque iraniens se rapprochaient désormais de leur portée de tir. À 6h59, le capteur infrarouge du Super Hornet de tête détecta 2 brefs éclairs sous la formation iranienne. Des départs de missiles. 2 armes en vol. L'alerte parvint au navire avant même que leur propre radar ne puisse voir les missiles. Les 2 armes grimpèrent d'abord, puis se séparèrent. L'une resta haute, l'autre descendit rapidement et disparut sous l'horizon de détection de surface. Les navires entamèrent aussitôt leur défense. Ils n'attendirent pas que les missiles apparaissent. À 7 heures, le Super Hornet de tête accéléra vers les appareils iraniens. Il plaça le chasseur le plus proche dans son enveloppe de tir et maintint la piste radar sans ouvrir le feu. Cette pression contraignit la formation iranienne à réagir. Un chasseur vira à gauche. Le deuxième poursuivit tout droit, maintenant une liaison de données avec les armes déjà en vol. Le troisième grimpa légèrement, tentant de préserver une couverture radar sur les navires américains. Chaque seconde supplémentaire sur cette trajectoire améliorait les données de ciblage du missile. À 7h01, le croiseur tira un SM-2 sur l'arme de haute altitude. Le missile décolla à la verticale, vira au nord-est et grimpa vers sa cible. Au même instant, le destroyer oriental retint son tir. Son équipage n'avait pas encore acquis le missile Razmot. Des leurres électroniques, larguées par le croiseur, se répandirent sur l'eau. Des nuages de matériaux réfléchissant le radar créèrent plusieurs fausses formations à quelques kilomètres des navires réels. Le missile iranien de haute altitude poursuivit vers le croiseur. Le missile bas commença à dériver vers l'ouest, droit vers le destroyer endommagé. À 7h02, le récepteur d'alerte du Super Hornet de tête changea de tonalité. Un chasseur iranien venait de passer du mode recherche au mode poursuite de conduite de tir. Le faisceau radar se verrouilla sur l'appareil américain et y resta. Ce n'était plus de la surveillance, c'était une intention hostile. Le Hornet vira sèchement, activa ses contre-mesures électroniques et transmit un rapport. Verrouillé par un appareil hostile, demande d'autorisation d'ouverture du feu. L'autorisation revint quelques secondes plus tard. Le chasseur iranien maintenait son verrouillage. À 7h03, le Super Hornet tira un missile RR à courte portée. L'engin quitta l'aile, s'alluma et accéléra vers l'appareil iranien. Le but était immédiat, rompre le verrouillage radar et repousser le chasseur hors de l'axe d'attaque. Cela fonctionna. Le pilote iranien vira brutalement et descendit. Des contre-mesures se déployèrent derrière l'appareil, tandis qu'il abandonnait le faisceau de ciblage. Privés de mise à jour continue, les 2 missiles antinavires durent désormais compter sur leurs propres autodirecteurs. L'arme de haute altitude n'atteignit jamais ce stade. Le SM-2 du croiseur l'intercepta au-dessus de la mer et la détruisit dans un seul éclair. Il ne restait plus qu'un missile. À 7h04, le Razmot émergea à 11 km de la formation. Son autodirecteur avait choisi le destroyer occidental. Le radar arrière endommagé du navire ne pouvait maintenir une piste fiable, mais le Hawkeye et le destroyer oriental le pouvaient. Les données de ciblage transitèrent par le réseau. Le destroyer oriental tira un ESSM. L'intercepteur plongea vers la surface et rencontra le missile iranien à 5 km du navire endommagé. Le contact radar disparut. Aucune arme hostile ne restait en vol. À 7h05, l'ailier acheva son virage vers l'est et repéra l'appareil de soutien en retrait de la formation iranienne. Il continuait d'émettre des interférences électroniques et de relayer des informations vers la côte. Le pilote américain resta passif et le suivit. Chaque virage, chaque transmission, chaque changement d'altitude fut enregistré. À 7h06, les 3 navires de guerre croisèrent ces émissions avec les relèvements de lancement des 2 attaques précédentes. Le Hawkeye y ajouta la route de l'appareil de soutien et le rythme de chaque impulsion radar. Les données commencèrent à dessiner un schéma, un couloir d'approche, un lien de commandement, une localisation probable d'où la formation iranienne était dirigée. Les navires américains avaient passé 25 minutes à se défendre. Ils savaient désormais d'où venait l'attaque. À 7h07, le Hawkeye détecta un autre changement. 2 chasseurs iraniens ne rentraient pas à leur base.
Il tournait hors de l'enveloppe de tir des navires, peut-être en attente de carburant, de nouvelles instructions ou d'une autre occasion d'attaquer. Puis, une nouvelle transmission parvint au Super Hornet. D'autres appareils américains décollaient. La frappe iranienne avait échoué à briser la formation, mais les appareils responsables restaient en vol, et la réponse américaine ne se limitait plus à la défense. À 7h07, le paquet de représailles commença son déploiement. Depuis un porte-avions américain opérant à distance de la zone immédiate de combat, un E-2 Delta Hawkeye décolla en premier. Ses moteurs atteignirent leur pleine puissance. La catapulte le propulsa et l'appareil grimpa dans le ciel matinal pour renforcer la couverture radar qui tenait déjà la formation iranienne. Quelques secondes plus tard, un EA-18 Golf Growler suivit. Puis vinrent les Super Hornet. Ils décollèrent par paires, chargés d'un armement mixte, missiles air-air, équipements de guerre électronique et armes à guidage de précision. Un avion ravitailleur monta derrière eux et établit une position d'attente plus au sud. Cette séquence avait été préparée avant même que le dernier missile iranien ne soit détruit. L'Amérique n'attendait pas une troisième frappe. À 7h09, les 2 Super Hornet déjà présents au-dessus des navires continuaient d'écranter les chasseurs iraniens. L'appareil de tête restait entre la formation hostile et le destroyer endommagé. Son ailier suivait la plateforme de soutien iranienne depuis l'est, utilisant des capteurs passifs pour ne pas révéler sa position exacte. Le Growler entra dans la zone à haute altitude. Ses récepteurs reconnurent immédiatement les fréquences enregistrées durant les 2 premières attaques, les radars des chasseurs, le relais aérien de données et le système de pistage côtier qui avait aidé à diriger les missiles vers la formation américaine. Le Growler commença à émettre. Des interférences électroniques se répandirent sur le réseau iranien, dans des bandes contrôlées. Il ne coupa pas tous les signaux de la région. Il isola les systèmes directement liés à la frappe. Le résultat apparut presque immédiatement. Les balayages radars iraniens devinrent irréguliers. L'appareil de soutien changea d'altitude. Les 2 chasseurs qui tournaient hors de la zone défensive des navires se rapprochèrent l'un de l'autre, comme s'ils tentaient de rétablir le contact entre eux. À 7h11, l'un d'eux vira vers le sud. L'autre poursuivit vers la formation américaine. Le Hawkeye observa les 2 appareils et diffusa les pistes sur le réseau. Groupe hostile en train de se séparer. Un appareil continue son approche. Les chasseurs américains se réorganisèrent. 2 Super Hornet maintinrent la ligne défensive intérieure au-dessus des navires. La section fraîchement arrivée se plaça plus au nord, formant une barrière extérieure entre les appareils iraniens et les navires. La formation iranienne faisait désormais face à des chasseurs devant elle, à des interférences électroniques au-dessus d'elle et à 3 navires Aegis en dessous. À 7h13, les États-Unis lancèrent un dernier avertissement sur plusieurs fréquences. Aéronefs militaires iraniens, cessez votre approche. Interrompez toute activité radar de conduite de tir et éloignez-vous immédiatement. Le premier appareil obéit. Il réduisit sa vitesse, vira au nord et commença à s'éloigner de la zone d'engagement. 2 autres n'obtempérèrent pas. Leur radar restait actif. Un chasseur iranien grimpa, cherchant à voir par-dessus les interférences électroniques et à retrouver la formation américaine. Son radar de conduite de tir balaya la section extérieure des Super Hornet, puis se stabilisa sur l'appareil de tête. Le verrouillage tint bon. À 7h14, le pilote américain reçut son autorisation. Élément Able, feu libre sur la cible hostile désignée. Le Super Hornet tira un missile air-air à moyenne portée. L'engin accéléra vers le nord, tandis que le pilote iranien rompait aussitôt le verrouillage et amorçait une descente défensive. Des contre-mesures se déployèrent derrière l'appareil pendant qu'il plongeait vers l'eau. La piste radar s'écarta de la formation américaine. Le second chasseur iranien vira à son tour quelques secondes plus tard. Aucun des 2 appareils ne pouvait poursuivre son attaque tout en se défendant contre l'intercepteur. La route vers les 3 navires était fermée. À 7h16, le Growler détecta une transmission plus puissante venue de la côte. Un radar terrestre venait d'augmenter sa puissance, tentant de récupérer l'image tactique perdue sous le brouillage. Son faisceau balaya les appareils américains et transmit des données aux chasseurs iraniens restants. Cette émission révéla sa position.
Les coordonnées furent transmises à la section de frappe. Une deuxième source apparut à proximité. Une station de relais militaire émettant les mêmes rythmes de synchronisation enregistrés durant les tirs de missiles. Plus à l'intérieur des terres, un autre signal marquait une zone de préparation aérienne où des équipes au sol armaient d'autres chasseurs. La liste des cibles se réduisit rapidement. Un radar de pistage, un nœud de communication militaire, un site de soutien au lancement directement lié à l'attaque. Aucune installation civile n'y figurait. À 7h18, le Growler modifia son schéma de brouillage. Le radar côtier perdit la trace des appareils entrants. Ses opérateurs changèrent de fréquence, mais chaque nouvelle transmission renseignait davantage le Growler. Les appareils de frappe américains se répartirent sur des couloirs d'approche différents. L'un resta haut, un autre descendit. Un troisième se tint hors de la zone défensive, prêt à réagir si d'autres chasseurs iraniens décollaient. Aucun radar unique ne pouvait tous les suivre. À 7h20, la première arme américaine fut larguée. Elle se dirigea vers le radar de conduite de tir encore actif, suivant l'énergie que le système continuait d'émettre. Les opérateurs iraniens coupèrent le radar, mais l'arme avait déjà enregistré sa source. Quelques secondes plus tard, la position du radar disparut du réseau. Le Growler confirma la fin de l'émission. La seconde frappe atteignit le nœud de communication militaire. Le lien reliant les appareils au contrôleur au sol s'interrompit brutalement. Sur l'écran tactique, les formations iraniennes commencèrent à perdre toute coordination. Un chasseur vira au nord. Un autre descendit et se dirigea vers la côte. L'appareil de soutien cessa complètement d'émettre. À 7h22, un radar sol-air s'activa plus loin à l'intérieur des terres. Le Growler le détecta avant que le système n'établisse une piste stable. La section de frappe changea de cap et une nouvelle arme de précision fut larguée sur le nouvel émetteur. Le radar s'éteignit. Il ne revint pas. Aucun appareil américain ne pénétra plus profondément que nécessaire dans la zone défendue. Ils frappèrent le système qui soutenait l'attaque et restèrent en dehors de la couverture anti-aérienne la plus dense. La mission ne visait aucune destruction territoriale. Elle visait la suppression de la menace immédiate. À 7h24, l'effet se fit sentir jusqu'aux 3 navires. Les récepteurs d'alerte du croiseur s'éteignirent en premier. Puis le destroyer oriental signala qu'aucune émission hostile de conduite de tir ne subsistait. Sur le destroyer occidental endommagé, les pompiers avaient maîtrisé l'incendie du pont d'envol. Des câbles de secours rétablirent une partie du système de communication arrière et le navire recommença à recevoir des données via ses propres antennes. Pour la première fois depuis 6h41, l'image tactique commençait à se vider. Aucun missile en approche, aucun radar verrouillé sur les navires, aucune formation iranienne coordonnée en trajectoire d'attaque. À 7h26, le chef de la section de frappe transmit son évaluation. Nœuds de soutien principaux neutralisés. Groupe aérien hostile en dispersion. La riposte américaine avait duré moins de 20 minutes. Puis le Hawkeye détecta un dernier contact. Un chasseur iranien volait bas au-dessus de l'eau, revenant vers les 3 navires. Son radar restait silencieux. Il ne répondait à aucun appel radio. Et sous une aile, une seule arme demeurait accrochée. L'Amérique avait démantelé le réseau derrière la frappe avant même que la fumée ne se dissipe. Mais un chasseur iranien revenait encore. À 7h26, ce dernier appareil iranien se trouvait à 51 km de la formation américaine. Il volait sous 300 mètres, utilisant la surface de la mer pour réduire sa visibilité radar. Son radar de conduite de tir restait silencieux. Aucune transmission de liaison de données ne fut détectée. Aucune réponse ne vint sur la fréquence de détresse, mais l'appareil n'était pas désarmé. Le radar du Hawkeye ne parvenait pas à identifier l'objet fixé sous son aile droite, mais l'image infrarouge révélait une forme longue et étroite, compatible avec un missile anti-navire. 2 Super Hornet virèrent pour l'intercepter. Le croiseur suivait l'appareil depuis le sud, pendant que le destroyer oriental maintenait une solution radar distincte. Le destroyer occidental endommagé restait au centre de la formation, encore entouré de fumée provenant de l'impact précédent. La trajectoire actuelle de l'appareil iranien menait droit vers lui. À 7h27, les navires américains transmirent un nouvel avertissement.
Aéronefs militaires iraniens, vous vous approchez de navires de guerre des États-Unis. Modifiez immédiatement votre cap. Le message fut répété. Aucune réponse. Le chasseur poursuivit sa route à vitesse constante. Son silence créait l'incertitude la plus dangereuse de tout l'engagement. L'appareil avait peut-être subi des dommages à ses communications. Son pilote avait peut-être perdu le soutien de navigation lorsque le réseau côtier s'était effondré. Ou peut-être approchait-il sans émission radar, précisément pour retarder sa détection avant de lancer sa dernière arme. La distance passa sous les 46 km. À cette portée, la fenêtre de décision se comptait en secondes. Les cellules de lancement vertical du croiseur étaient prêtes. Le destroyer oriental avait un SM-2 assigné à la piste. Les deux navires pouvaient engager. Aucun ne tira. L'appareil n'avait pas encore franchi le seuil final. À 7h28, le Super Hornet de tête atteignit la portée visuelle. Le pilote se plaça sur le côté gauche du chasseur iranien, légèrement en retrait et au-dessus. À travers la verrière, il distingua des dommages externes près de l'arrière du fuselage. Il vit aussi l'arme sous l'aile droite. C'était bien un missile anti-navire. Le pilote américain balança ses ailes, puis pointa vers le nord. Le signal visuel standard pour indiquer un changement de cap à suivre. L'appareil iranien maintint son cap. Le Super Hornet répéta le signal. Aucune réaction. L'ailier restait à quelques kilomètres en retrait, positionné pour couvrir l'appareil de tête et les navires en dessous. À 7h29, le chasseur iranien augmenta sa puissance. Sa vitesse commença à croître. L'appareil grimpa progressivement, tout en restant pointé vers la formation. Cette manœuvre offrait au missile sous son aile une vue plus dégagée sur la mer et une portée de lancement potentiellement plus longue. Puis le récepteur d'alerte radar du Super Hornet détecta une brève émission. Le système de ciblage du chasseur iranien venait de s'activer. Le signal dura moins de 2 secondes avant de disparaître. Il revint. Ce n'était pas encore un verrouillage complet, mais cela correspondait à la séquence d'ouverture d'une attaque armée. Le Hawkeye transmit ce changement au navire. Appareil hostile en accélération, activité de ciblage probable sur le destroyer occidental. Le système de combat calcula la trajectoire probable du missile. S'il était lancé depuis la position actuelle du chasseur, l'arme atteindrait le navire endommagé en premier. Les capteurs arrière du destroyer restaient dégradés. Son temps de réaction défensive serait plus court que celui des autres navires. À 7h30, l'appareil iranien grimpa plus nettement et pointa son nez droit vers la formation. Ce mouvement leva toute ambiguïté. Le chasseur venait d'adopter un profil d'attaque. Intention hostile confirmée. L'autorisation parvint au Super Hornet de tête. Feu libre sur la cible hostile désignée. Le pilote américain tira un missile air-air à moyenne portée. L'engin se sépara proprement, s'alluma et accéléra vers le chasseur iranien. Son lancement contraignit le pilote adverse à réagir sur le champ. L'appareil iranien vira à droite et descendit. Des contre-mesures se déployèrent derrière lui, tandis que le pilote abandonnait sa montée et s'écartait des navires. Les émissions de ciblage cessèrent. Le missile anti-navire restait accroché sous l'aile. Le chasseur iranien poursuivit son virage défensif, perdant altitude et vitesse. Le missile air-air se rapprochait par l'arrière, le repoussant plus au nord, loin de la formation américaine. À 7h31, l'appareil disparut sous l'horizon radar principal du Hawkeye. Les Super Hornets maintinrent le contact infrarouge quelques secondes encore. Puis l'appareil largua l'arme fixée sous son aile. Le missile tomba en mer sans avoir été lancé. Le chasseur poursuivit vers le nord. Endommagé par l'intercepteur ou simplement fuyant à basse altitude, il ne représentait plus aucune menace pour les navires. Le Hawkeye mit à jour l'image tactique. Aucun appareil hostile en approche. Pour la première fois en 50 minutes, le ciel autour de la formation était dégagé. À 7h32, les appareils américains élargirent leurs recherches. Le Hawkeye balaya au-delà de la zone d'engagement immédiate. Le Growler surveillait toute réactivation radar. D'autres Super Hornets établirent des postes de patrouille aérienne de combat au nord et à l'est des navires. Aucun nouveau chasseur n'apparut.
Aucun système de pistage côtier ne se réactiva. Aucun missile ne fut lancé. Les 3 navires de guerre entamèrent un bilan complet. Le croiseur restait indemne. Le destroyer oriental avait épuisé plusieurs intercepteurs, mais conservait ses principaux systèmes de combat. Le destroyer occidental avait subi des dommages à son pont d'envol, à son équipement de communication extérieure et à ses capteurs arrière. Sa propulsion, sa barre, ses armes et son radar avant restaient opérationnels. L'incendie était maîtrisé. À 7h34, des câbles électriques de secours rétablirent une liaison directe avec le système de communication de réserve du destroyer. Sa propre voix revint sur le réseau. Le navire demeure apte au combat. Le rapport fut bref. Il signifiait que le destroyer n'avait pas besoin d'être remorqué, qu'il n'avait pas à quitter la formation, et que malgré le coup reçu, il pouvait encore se défendre et défendre les 2 navires à ses côtés. À 7h35, les Super Hornets prirent des positions de patrouille permanentes au-dessus de la formation. Le Growler resta plus au nord, à l'écoute de toute tentative de reconstruction du réseau de pistage iranien. Le Hawkeye contrôlait l'espace aérien depuis l'altitude, reliant chaque appareil à chaque navire en dessous. La formation était désormais plus solidement protégée qu'avant l'apparition du premier missile. À 7h37, les 3 navires ajustèrent leur cap. Le destroyer endommagé se replaça au centre protégé tout en maintenant sa vitesse par ses propres moyens. Le croiseur tint le flanc occidental. Le destroyer oriental couvrait l'approche depuis le nord. Les marins dégageaient les débris du pont d'envol. Les équipes de lutte contre les avaries continuaient d'examiner l'acier autour du point d'impact. Les officiers d'armement comptaient les intercepteurs restants et se préparaient à une éventuelle nouvelle attaque. Il n'y eut aucune célébration. La mission n'était pas terminée. À 7h39, la formation poursuivit sa route. 58 minutes plus tôt, des chasseurs iraniens avaient attaqué 3 navires de guerre américains avec vitesse, surprise et de multiples axes d'approche. Ils avaient endommagé un navire. Ils ne l'avaient pas arrêté. Ils n'avaient pas brisé le réseau défensif. Et ils n'avaient pas eu le temps d'organiser une nouvelle frappe. Les chasseurs américains contrôlaient désormais le ciel au-dessus de la formation. Le réseau radar qui avait soutenu l'attaque était silencieux. Chaque missile hostile avait été détruit, dévié ou tombé sans effet à la mer. L'Iran avait frappé le premier. L'Amérique avait répondu avant même que la fumée ne se soit dissipée. On peut se demander, face à un silence radio qui dure, jusqu'où l'on doit attendre avant de tirer et combien de secondes séparent la prudence de l'imprudence quand des vies sont en jeu des 2 côtés. En mer, la vitesse compte. Mais c'est la force qui voit en premier, qui partage l'information le plus vite et qui agit comme un seul organisme, qui décide de ce qui se passe ensuite.